L'armée de 1792. En juin 1792, l'ensemble des armées actives du Nord, de l'Est et du Midi compte 90 000 hommes de l'armée de ligne et 84 000 volontaires nationaux. Les troupes régulières fournissent le tiers de l'infanterie à la totalité des armes, cavalerie, artillerie et génie. Ces armées sont organisées en divisions. Si leur armement, fusil modèle 1777 et canon Gliboval, est excellent, leur valeur est très inégale suivant les armes. L'artillerie peu touchée par l'immigration est très bonne à l'infanterie et en majorité peu instruite. La cavalerie est désormais désorganisée par l'immigration et les déficits en chevaux. Causes et conséquences de la lassitude de l'hiver 1792-1793. Dès le début de l'hiver, 60 000 volontaires de 1791 rentrent dans leur foyer malgré les prières de l'Assemblée. Ils en ont le droit puisqu'ils ne ils ne se sont engagés que pour une campagne et peuvent ensuite quitter l'armée après un préavis de 2 mois à leur commandant d'unité. Mais le moral des troupes de ligne aussi abandonnées s'en ressent durement. De plus, l'hiver 1792-1793, passé en Belgique et en Rhénanie, est très dur pour les troupes. L'habillement et le ravitaillement sont insuffisants alors que les soldes sont payés en assignats dépréciés. La malhonnêteté de l'administration donne lieu à des dilapidations scandaleuses. L'insuffisance des cadres officiers est manifeste. L'immigration a amené dans l'armée régulière un avancement général trop rapide et les jeunes cadres des volontaires ne sont pas encore expérimentés. En avril 1793, la Convention décide qu'un certain nombre de ses membres seront détachés en tant que représentants aux armées pour surveiller les actes des généraux, stimuler la zèle des administrateurs et encourager le patriotisme des soldats. Déjà en 1792, Narbonne, ministre de la guerre, avait voulu combler le déficit de l'armée régulière avec les volontaires de 1791. Mais tel n'était pas l'avis de l'Assemblée. L'incorporation des gardes nationales dans les troupes en ligne qui nous ont proposées me semble infiniment dangereuse. Je désirais plutôt une innovation contraire, c'est-à-dire que tous les soldats de l'armée rentrassent dans la garde nationale, disait un orateur. Lors de la levée en masse de 1793, la Convention désire former des unités nouvelles avec les recrues. Entre les demandes des généraux et les désirs des hommes politiques, un compromis est réalisé. Un bataillon de l'armée régulière et 2 bataillons de recrues se regrouperont pour former une demi-brigade. La solde et l'habillement sont uniformisés à la seule différence subsistante concernant la durée de l'engagement. Les troupes régulières servent pour la durée de la guerre et les volontaires pour une campagne seulement. Cet amalgame se réalise en 1794 et s'achèvera pendant les combats. Levée en masse. Dès février 1793, la Convention vote la levée de 300 000 hommes. Mais les résistances sont nombreuses, surtout dans les départements de l'Ouest et du Midi, et seuls 140 000 hommes rejoignent. La requisition permanente de tous les citoyens en état de porter les armes est recrétée en août 1793. Un essai de levée, fait dans les départements du Nord, donne une cohue indescriptible. Au début des guerres de la Révolution, l'armement de l'infanterie, principalement le fusil modèle 1777, avait déjà subi les expériences de plusieurs guerres. L'organisation de l'arme, fruit de ces expériences, était donc bien conçue et ne subit pas de changements notables. Il n'en est pas de même de l'artillerie venant d'être dotée de canons du système Griboval, encore inemployé en guerre. L'organisation de l'arme va donc évoluer. Au début de son organisation est toujours celle de l'artillerie royale, c'est-à-dire la séparation en artillerie régimentaire, soit dans canon, pas bataillon, et en division de canons de réserve groupées dans un parc d'armées. Ces divisions de canons de réserve sont servies par des compagnies de camionnés. C'est alors que Carnot propose d'organiser la fureur populaire et fait voter le décret du 23 août 1793. Chaque département reçoit du comité l'indication du nombre d'hommes à fournir, à part l'obligation de prendre en premier lieu les célibataires de 20 à 25 ans. On leur laisse le choix des moyens, le plus souvent en recourant au tirage au sort et parfois au vote.